aujourd'hui de Benoît Neufhaber, hein, de l'homme produit Autodesk sur la simulation, qui est parmi nous. Et donc, voilà, Benoît. Et donc, on va démarrer pour faire ce petit séminaire qui va durer une petite heure, sur lequel on va avoir à la fois une présentation, puis ensuite on partira sur les produits dans la démonstration. Et ensuite, on aura 10 minutes de questions-réponses si besoin pour compléter les connaissances sur ce workflow. Donc, tout d'abord, pourquoi aujourd'hui simuler dans le bâtiment? Si je rappelle l'impact du BIM sur les processus de la réalisation d'un bâtiment aujourd'hui, dans l'ancien process que l'on avait en méthode traditionnelle, où on travaillait par éléments de mission, finalement on se pose 3 grosses questions, le quoi, le comment et le qui, et c'était des éléments bien particuliers des éléments de mission. Le quoi, bien sûr, c'est à partir du programme de l'architecte, du maître d'ouvrage, hein, où il devait définir finalement la forme et le fonctionnement du bâtiment. Et le comment, on se le posait à partir des phases pro pour arriver ensuite à qui allait construire le bâtiment, qui était quand on passait les marchés aux entreprises. Finalement, l'impact du BIM fait remonter un certain nombre de choses dans les phases amont, et on le sent tous aujourd'hui dans les équipes de conception, hein, c'est pas facile de réaliser des projets en maquette numérique. Et donc on va remonter notamment le travail de l'architecte et surtout de l'ingénieur dans les phases très en amont du projet. Donc on va avoir besoin de simuler, et de plus en plus, le fonctionnement d'un bâtiment, et notamment aujourd'hui avec les outils qui sont disponibles sur le marché, de simuler par exemple la qualité de l'air, la diffusion des fumées, la diffusion des fluides dans un bâtiment, ou même la partie thermique. Et ça va se passer. Donc aujourd'hui, si on prend dans le concept BIM, finalement, je pense que vous voyez ma souris, on va parler plutôt de conceptualisation, d'études, et on va redescendre dans du détail, puisque l'objet finalement qui est posé au début du projet, c'est un objet qui va s'enrichir d'informations à travers les outils tels que Revit, où finalement on va enrichir le modèle pour finalement donner au maître d'ouvrage en fin de réalisation une base de données qui comprend tous les éléments de son bâtiment pour son exploitation. Quand on constate finalement dans la construction d'un bâtiment la notion du coût par rapport à l'exploitation, on s'aperçoit dans toutes les études que l'on a faites que 80% du coût d'un bâtiment, c'est l'exploitation. Donc c'est les 20% restant la conception et la construction du bâtiment, quel que soit le type de bâtiment. C'est sûr, si on fait une centrale nucléaire, ça sera un peu différent de si on fait un logement, mais on retombe sur ces chiffres-là en globalité. Et sur le temps de construction, le temps d'exploitation du bâtiment, si on prend un bâtiment qui a une exploitation de 50 ans, par exemple des bureaux, finalement en 4-5 ans, on va concevoir et construire le bâtiment, et les 90% du temps, ce seront de l'exploitation. Finalement, le maître d'ouvrage, il commence à en être très, très informé. Et concrètement, il sait que toute bonne idée à prendre et toute idée judicieuse que l'on va avoir dans la phase de conception va avoir un impact qui peut être très important dans son exploitation, puisque 80% des coûts, c'est de l'exploitation. Donc, on va en amont le plus possible essayer d'exploiter les meilleures pistes et les meilleures solutions à travers la simulation pour être au plus juste dans le coût d'exploitation. Et ça, c'est aujourd'hui la clé du succès dans la réalisation d'un bâtiment. Donc, ce besoin de simuler tous les aspects d'exploitation du bâtiment. Pour ça, d'accord, on est introduit depuis quelques années ce qu'on appelle la CFD, la mécanique des fluides numériques, qu'on peut maintenant utiliser dans le monde du bâtiment, essentiellement pour la raison que les puissances de calcul des machines ont été multipliées par un grand facteur, puisqu'aujourd'hui on arrive à avoir dans une simple armoire informatique plus de 50 à 70 teraflops de calcul, ce que le CEA n'avait pas il y a 15 ans à travers l'ensemble des traits
qui était sur le réseau français. Donc, on a des machines qui sont puissantes, qui sont capables de faire du calcul et du calcul aux éléments finis, notamment à travers les logiciels, qu'on utilisait auparavant essentiellement dans le monde de la mécanique, et ça, maintenant, ça redescend dans, je dirais, l'environnement du bâtiment. Et pour cela, on va utiliser des outils qui vont finalement récupérer les modèles de conception de l'équipe de l'architecte, et puis ensuite pouvoir introduire ça dans les moteurs de calcul tels que CFD, d'Autodesk, pour pouvoir simuler au mieux par calcul aux éléments finis, non pas par des calculs de zone, mais par des calculs d'élément par élément, de segmentation par segmentation. Donc là, finalement, on a une dynamique des fluides et la possibilité de faire des calculs de transfert thermique au plus fin dans un bâtiment. Si je prends ici une salle d'opéra, concrètement, on serait capable aujourd'hui, avec les outils de calcul aux éléments finis, de pouvoir certifier que la température perçue par les gens qui sont au premier rang, finalement, ce serait peut-être à l'identique que ceux qui sont au troisième rang. Et si ce n'est pas le cas, on peut intervenir sur les modèles pour déplacer les systèmes de reprise et de soufflage, par exemple, ou de climatisation pour les positionner au mieux. Ça permet également de montrer à son maître d'ouvrage, finalement à son client, beaucoup mieux comment son bâtiment va se comporter. Et ça, c'est important puisque la clé de la réussite, finalement, d'un projet, c'est que le projet, ce ne soit pas le vôtre, mais ce soit celui de votre client. Si c'est son projet, je dirais que vous avez réussi la moitié de l'appropriation, je dirais, du projet par le client, ce qui est beaucoup mieux. Donc, comprendre, simuler et représenter, finalement, vont être les outils, c'est ce que CFD va proposer pour pouvoir donc travailler sur cette partie-là. Quand est-ce que CFD va s'utiliser? Essentiellement dans les phases amont, c'est-à-dire entre l'esquisse et les phases APS, APD, c'est là où on va utiliser le produit CFD. Il y a d'autres produits en simulation chez Autodesk, que l'on prenne la partie de la visualisation, c'est de la simulation, la partie du calcul de structure, c'est également de la simulation. Donc tous ces outils, Autodesk bien sûr est très présent et a fait de gros investissements, on va le voir derrière, ces dernières années, parce que c'est, je dirais, un des facteurs de réussite dans la conception d'un bâtiment de demain. Ça ne s'utilise pas finalement dans les phases aval, c'est essentiellement dans les phases amont. Donc essentiellement bureau d'études, bureau d'ingénierie et architecte. Autodesk et la simulation. Donc on voit en quelques années, en l'espace de 10 ans, 10-12 ans, Autodesk a beaucoup investi sur la partie simulation, que ce soit sur la partie du calcul de structure avec Robobat, société grenobloise qui a été achetée il y a quelques années maintenant. Robo est intégré dans les suites Autodesk, que ce soit Green Building Studio, que ce soit Ecotech, aussi également racheté par Autodesk il y a quelques années, CFD Design, le produit essentiellement qu'on va regarder aujourd'hui dans la démonstration, et puis la dernière acquisition qui est Nastran. Voilà. Donc tous ces rachats et cette intégration, je dirais, de produits dans les suites Autodesk, dans le workflow Autodesk, montre qu'Autodesk est un acteur majeur aujourd'hui dans les outils de simulation pour, bien sûr, la mécanique, mais également le bâtiment, comme on va le voir. CFD permet de travailler essentiellement sur 5 thèmes. D'abord, le confort thermique, et puis de répondre, bien sûr, à un certain nombre de normes. Donc, le confort thermique dans le bâtiment, que ce soit le renouvellement d'air, d'accord, dans le bâtiment. La partie sécurité pour l'évacuation des fumées dans le monde de la sécurité incendie. Cette simulation aujourd'hui est faisable avec les outils et est bien moins onéreuse que de faire des tests en réel une fois que le bâtiment a été construit. Ça permet de conforter des solutions, de conforter des choix. Que ce soit la réduction des concentrations des produits toxiques. On va également pouvoir travailler sur cette partie-là avec CFD et faire de la simulation. Choisir au mieux et choisir dans les phases aval, dans les phases amont, ce qui est le plus important. L'émission des sources fixes également, suivant les normes, vont pouvoir être traités avec CFD. Donc, tous ces éléments, finalement, qui étaient difficilement abordables il y a quelques années,
aujourd'hui à travers la maquette numérique, c'est faisable. Hein. Il suffit que l'architecte travaille dans un modèle BIM et on va récupérer des enveloppes de bâtiments, des modèles et rapidement on va pouvoir faire donc de la simulation avec les outils qui s'intègrent maintenant parfaitement dans le workflow. Pourquoi faire une analyse CFD? Hein, essentiellement, faire participer le client au projet et gagner plus d'appels d'offres, se différencier. Hein, à partir du moment où on travaille, on est capable de simuler et de montrer finalement comment le bâtiment va réagir et d'aller au plus juste. On fait une appropriation par le client de son projet. Il est capable de visualiser puisque ce sont des outils qui permettent de voir parfaitement et de comprendre sans être un expert mais un néophyte comment les fluides vont se déplacer dans le bâtiment. Ça permet de limiter les risques sur un projet puisqu'on va pouvoir faire différents choix, différents cas d'études et de les faire dans les phases amont coûtera bien moins cher que de les faire après. Des économies d'énergie puisqu'on va pouvoir calculer au plus juste en fonction des pots du bâtiment la partie de la consommation énergétique du projet. Respecter les normes, les réglementations, comme je l'ai montré plus haut, ces outils, le fait de pouvoir faire cette simulation va nous permettre d'aller au plus juste dans le respect des réglementations. Donc l'analyse CFD, c'est quelque chose qui se développe et qui se développera de plus en plus dans un projet de construction de bâtiments. Voilà, je vais passer maintenant la main à mon ami Benoît, qui va rentrer dans le vif du détail, dans le vif du sujet, je dirais, à travers une présentation finalement de l'utilisation de l'outil CFD dans le cadre d'un bâtiment. Merci Frédéric, donc je vais partager mon écran. Voilà, dis-moi à partir de quel moment tu vois mon écran. Alors. Là, pour l'instant, le présentateur a le contrôle. C'est toi qui as le contrôle. Benoît, son écran est disponible. Voilà. Là, Benoît, on voit ton écran. Ok, parfait. Donc merci Frédéric pour cette introduction. Je me présente en quelques mots. Donc Benoît de Faber de chez Autodesk. J'ai rejoint Autodesk il y a 6 ans par l'acquisition de la solution Autodesk CFD qui s'appelait précédemment CF Design, donc un outil de mécanique des fluides et de transfert thermique. Et donc depuis 6 ans, on est totalement intégré aux solutions Autodesk et intégré donc dans le BIM comme le disait Frédéric. On va travailler sur ce petit exemple. C'est donc un modèle Revit qui correspond à un bâtiment de 2 étages où on va avoir un personnage dans la partie inférieure avec un petit peu de mobilier, puis également dans la partie supérieure au 2e étage un personnage également, et on peut voir à l'arrière des gaines qui représentent en fait le système de soufflage et de reprise où on va pouvoir attribuer donc des différentes conditions de déplacement d'air, mais également de température, de niveau d'humidité qui vont être soufflés dans le bâtiment. On voit également les systèmes de soufflage au niveau du faux plafond et on a donc dans Revit ou dans tout autre système CAO 3D du marché la possibilité de lancer directement cette géométrie 3D dans l'environnement
de CFD. Donc on a ce qu'on appelle le Design Study Manager ou l'outil de gestion de notre projet, où on va commencer par donner un nom à ce projet, puis on va indiquer le type de géométrie sur laquelle on va travailler. Donc on va travailler sur un concept donné. Puis on a la possibilité de subdiviser ces analyses également sous forme de scénarios. Alors les scénarios, ça peut être des conditions climatiques différentes, des choix de matériaux différents ou éventuellement des choix de conditions externes différentes. Donc on organise ce projet de cette manière-là et on va retrouver notre géométrie directement dans l'environnement Autodesk CFD. On peut masquer donc les vitrages par exemple et le volume d'air à l'intérieur du bâtiment. Donc il faut juste savoir que les volumes d'air ou toutes les cavités sont remplies automatiquement lorsqu'on va lire une géométrie, ce qui nous évite de devoir modéliser les volumes d'air à l'intérieur de notre bâtiment. On retrouve donc une partie graphique au milieu, des icônes dans la partie supérieure, un arbre du modèle dans la partie gauche, et la première étape, ça va être l'attribution des matériaux. Donc on peut automatiser l'attribution des matériaux entre Revit et Autodesk CFD à l'aide d'une table. Donc les matériaux, on ne va pas les récupérer exactement, puisque pour faire un calcul de mécanique des fluides et de transfert thermique, on a besoin de certains paramètres complémentaires qui sont inexistants dans Revit, entre autres la compressibilité de l'air, la densité des différents fluides, et donc on a la possibilité d'automatiser ces tâches-là. On retrouve donc dans notre fenêtre graphique déjà un premier code de couleur qui nous permet de rappeler les différents matériaux qui auront été attribués à nos différents volumes. Donc on voit ici les parois ont été attribuées, le balcon, le mobilier, différents matériaux solides. On se crée sa propre bibliothèque si celle qui est fournie avec l'outil n'est pas suffisamment complète. Et l'étape suivante, ça va être d'attribuer les différentes conditions ou dans ce cas précis le système de climatisation. Donc on a vu qu'on a un volume dans notre gaine de soufflage particulier auquel on va attribuer en fait les caractéristiques de notre climatiseur. Donc on va imposer le débit, mais également la puissance de ce climatiseur. Donc on va pouvoir travailler avec un type de climatiseur, puis éventuellement optimiser ou modifier ses caractéristiques pour voir l'influence. On a juste à indiquer en fait les surfaces d'entrée et de sortie pour indiquer au logiciel par où va entrer l'air dans le climatiseur et par où il va sortir. Donc ce sont des matériaux simplifiés. On a toute une série de matériaux simplifiés dans Autodesk CFD. Et comme son nom l'indique, c'est pour simplifier la géométrie. Par exemple, une grille de soufflage avec un ratio d'ouverture, plutôt que de modéliser exactement dans le détail les différents trous ou les petites ouvertures dans cette grille-là, ce qui serait extrêmement gourmand en termes de maillage et donc en temps de calcul, eh ben on va juste attribuer un matériau équivalent en indiquant par exemple le pourcentage de surface ouverte, la porosité, ou même éventuellement si ça peut être des filtres ou des sous-systèmes sur lesquels on a des informations de courbes de perte de charge par exemple, on saura attribuer ces courbes-là à des matériaux équivalents. Les autres conditions limites, ben, ça va être l'air extérieur, ou par exemple les reprises, quels vont être les débits de ces reprises-là, les températures d'entrée, les taux d'humidité d'entrée qu'on va pouvoir rajouter. Donc ça va être juste de positionner notre modèle et donc notre bâtiment dans son environnement réel. Donc le but, c'est de pouvoir simuler au plus près le comportement d'un bâtiment comme il serait dans les conditions dans lesquelles on va le retrouver.
L'étape suivante, ça va être de définir quel type de calcul on veut réaliser. On veut réaliser ici un calcul d'écoulement de fluide avec transfert thermique. On veut tenir compte de la radiation, puisqu'on veut tenir compte de l'échauffement solaire. On va déterminer et définir les caractéristiques de l'effet du soleil en positionnant géographiquement notre modèle, en l'orientant où se situe le ciel et où se situe le nord par exemple, et en définissant la date et l'heure à laquelle on veut faire ce calcul. Puis on va réaliser un calcul, alors soit localement, donc on peut utiliser les puissances disponibles soit localement sur la machine ou éventuellement sur le réseau, ou alors des calculs peuvent être réalisés sur le cloud. À partir du moment où on a effectué ce calcul-là, donc calcul par la méthode des éléments finis, calcul itératif, donc il nécessite un certain temps de calcul et donc de convergence, on a la possibilité d'interpréter et d'avoir accès à un certain nombre de résultats. Ici, le premier résultat qu'on va pouvoir analyser, c'est la température sur les éléments solides. Donc on a de manière numérique accès à des résultats comme si on avait une caméra thermique ou alors toute une série de capteurs positionnés dans notre bâtiment qui nous donnent la répartition de la température ici sur les éléments solides. Ça nous permet de voir déjà l'uniformité de cette répartition de température, éventuellement au niveau des différents utilisateurs ou occupants des pièces. Si ces occupants ressentent une température différente, on retrouve également un certain nombre de températures plus importantes au niveau du sol. Ça, ce sont les effets du rayonnement solaire à travers le vitrage. Donc on voit bien que l'effet du soleil est pris en compte dans ces calculs-là. On peut sauvegarder un certain nombre de résultats, c'est-à-dire on va stocker des résultats qui nous intéressent, des images, des points de mesure sur les personnes éventuellement, et on verra comment on va pouvoir exploiter ces résultats sauvegardés ultérieurement. Par contre, ce qui est intéressant, et là où on peut aller beaucoup plus loin que les simples résultats d'une caméra thermique, ici on peut, par exemple, visualiser des températures ou des gradients de température pardon, au niveau de l'environnement et donc de l'air. Donc ça, c'est déjà quand même des résultats qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir par des mesures. Ici, on voit par exemple qu'on a des surfaces qui ont été créées à isotempérature. Donc on peut dire par exemple que l'ensemble de ces températures ou l'ensemble de ces surfaces sont à 20 degrés. Ça va nous permettre de déterminer où sont les points chauds ou voir comment se diffuse par exemple l'air à une température donnée dans le bâtiment. Autre moyen d'aide à la compréhension du comportement aérothermique, ça va être les plans de coupe. Alors ici, c'est comme si on tendait un drap à travers la pièce, drap sur lequel on va projeter la température. Donc là aussi, ce sont des informations qui sont très intéressantes et très difficiles à obtenir par des essais ou des mesures. Donc ici, on retrouve sur ce plan de coupe les températures. Ce qui peut être intéressant, c'est de combiner la température, mais également avec les vitesses d'écoulement de l'air. Ça nous permet de comprendre en fait pourquoi une zone est plus chaude ou plus froide. Donc ici, en plus, non seulement on a la température, les vitesses d'air, mais également les directions. Donc là, ça nous permet vraiment de comprendre comment se comporte cette pièce-là, ce bâtiment, dans ces conditions de fonctionnement. Au niveau des plans de coupe, on a toute une série d'outils. Je viens de positionner ici un plan de coupe horizontal. Je crée ici une courbe
entre ces 3 points. Donc on retrouve notre ligne sur notre plan de coupe. Et de cette ligne-là, je vais demander de me calculer, par exemple ici, l'humidité relative, donc à 50 cm au niveau au-dessus du sol, qui va donc de l'entrée du bâtiment jusqu'à la zone où se trouve le mobilier. Mais je peux facilement passer d'un type de résultat à un autre. Ici, je peux par exemple demander la température ou les vitesses d'écoulement. Donc là, pareil, je stocke ces différents résultats et je vais pouvoir les comparer après dans différents concepts. Ici, un outil et une mesure qui est effectuée et qui est très intéressante, ça va être le PMV, donc Predicted Mean Vote. Donc ce sont des résultats et des post-traitements de confort thermique normalisés. Ça va nous permettre également de voir si notre système de chauffage, de climatisation, en fonction des différentes conditions, est optimum. Donc on s'est sauvegardé un certain nombre de fichiers résultats, d'images de résultats. L'intérêt, c'est qu'à partir du moment où on s'est défini nos fenêtres de résultats une fois, ben, on n'est pas obligé de recréer tout ce post-traitement. Donc on voit ici, dans ce qu'on appelle le centre de décision sur la gauche, on a différentes images, on a des résultats qui ont été sauvegardés au niveau de certains composants, la personne du haut, la personne du bas par exemple, le système de climatisation. On a des graphiques également, et on va voir comment toutes ces informations stockées vont être utiles. Mais avant ça, je vous ai parlé donc de la structure de projet, et ce qu'il est très facile de faire, par exemple, c'est de cloner un scénario, par exemple. Ici, en faisant un clic droit sur ce scénario où j'avais défini, par exemple, un climatiseur qui renouvelle 4 fois la totalité du volume d'air par heure, je fais juste un clic droit, je clone ce scénario, donc je copie l'ensemble des scénarios qui ont été, enfin des conditions limites des matériaux qui ont été déjà attribués. Et ici, je veux par exemple voir ce qui se passerait si je renouvelle 6 fois le volume par heure. Et j'ai juste à modifier en fait les conditions ou les caractéristiques de mon climatiseur. Ce que je peux faire également, donc dans un même concept, je peux avoir plusieurs scénarios, mais ce que je peux faire, je peux également cloner différents concepts. Qu'est-ce qui se passerait si je déplace par exemple mes soufflages ou éventuellement mes reprises? Et donc là, je peux cloner non plus un scénario, mais un concept. Je mets juste à jour ma géométrie dans Revit, dans Inventor ou dans tout autre modeleur 3D. Je mets à jour ma géométrie et je me retrouve donc avec plusieurs analyses prêtes à être calculées. Et donc là, j'ai des options. Soit je calcule localement et donc je réalise mes calculs de manière séquentielle. Donc il faut attendre qu'un premier calcul soit terminé pour que le deuxième se lance. Ou je lance tous les calculs en parallèle sur le cloud, qui me permet d'avoir beaucoup plus rapidement des résultats. Et à partir du moment où mes différents calculs dans un projet ont été effectués, donc auront convergé, seront terminés, je retrouve l'ensemble des résultats pré-enregistrés dans mon centre de décision. Et ici, par exemple, je visualise le temps de renouvellement de l'air au niveau de mon graphique que j'avais créé à 50 cm du sol entre l'entrée et les différents et le mobilier, ou alors la température. Et donc très facilement, je peux identifier quel concept aura par exemple la température la plus uniforme entre l'entrée et la sortie. Donc tous mes résultats que j'aurais prédéfinis sont accessibles et je peux comparer tous mes différents résultats. Ici par exemple, j'ai un graphique où je compare la température au niveau de mon
personnage duo par exemple. Et je peux également retrouver un certain nombre d'informations de mon système de climatisation. Est-ce qu'il est surdimensionné? Quel est son point de fonctionnement? Et encore très intéressant, c'est d'un point de vue graphique, puisqu'ici, on va pouvoir visuellement comparer un des concepts par rapport à un autre. Alors on voit ici, par exemple, que sur le concept de gauche, on a un écoulement quand même beaucoup plus uniforme, beaucoup plus laminaire que sur la partie droite, où on est beaucoup plus turbulent, et où on va avoir donc des déplacements d'air qui seront beaucoup plus mélangés éventuellement, ou totalement différents. Pareil, au niveau du confort thermique, on peut comparer un résultat par rapport à un autre. Donc sur les différents scénarios ou concepts, ce qui est intéressant, c'est que les unités sont uniformes, sont identiques, ce qui nous permet très très facilement et dans les mêmes résultats de bien comparer et de voir les différences. Ici, d'autres outils de compréhension, ça va être donc les particules, hein, ça va être de voir ou une particule d'air qu'on va positionner à un moment donné dans notre modèle, par où elle va passer entre l'entrée et la sortie. Ce qui nous permet d'obtenir des résultats intéressants. Parfois, on est dans une pièce et on se dit, tiens, mais je ressens un courant d'air, mais je n'arrive pas à identifier également d'où vient ce courant d'air. Ici, je positionne par exemple une sorte de rectangle virtuel que j'approche ici de mon personnage et je peux dire, voilà, toute cette densité d'air ou toute cette grille d'air, elle vient de cette zone-là. On voit qu'une partie vient du haut, une partie de l'arrière, une partie du premier étage via l'escalier. Donc tous ces outils permettent vraiment de comprendre le comportement aérolique, mais également aérothermique, et ils sont très très souvent liés. Un autre aspect dont parlait Frédéric juste avant, ça va être la diffusion de fumée. Ici, par exemple, on a simulé un feu qui aurait été allumé ici sur le canapé, par exemple, et on peut voir comment la fumée va se propager dans l'ensemble de cette pièce. Alors, on ne fait pas de la propagation de flammes, mais vraiment que de la propagation de fumée. Et donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite présentation. Et je pense que si vous avez des questions, éventuellement, c'est maintenant qu'on peut ouvrir la session des questions-réponses, Frédéric. Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez, alors je sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Je pense, ok. Donc, vous pouvez bien sûr poser des questions. Vous avez une petite case de chat où on va répondre aux questions. Je vais reprendre la main sur un certain nombre de 3 slides pour inviter sur les questions et aller un peu plus sur le coût du produit, la formation qui est associée à ce produit en initiation. Donc, je n'ai pas encore la main, je pense. Voilà, j'ai la main. Je pense. Ok, je Oui. pense que vous voyez mon écran. Donc la démonstration a eu lieu. Donc concrètement, sur le produit en tant que tel, hein, le produit, c'est un produit qui se compose de deux ensembles, hein, le CFD Advanced et le CFD Design Study Environnement. C'est un produit qui est sous forme d'abonnement, hein, à hauteur d'environ 10 000 euros par an, c'est 1 000 euros par mois, ce qui est bien moins cher que la plupart des outils existants sur le marché. Benoît, je pense que tu peux compléter là-dessus. Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Et sur la formation, concrètement, dans l'ensemble de nos salles de formation situées sur le territoire, hein, que ce soit Paris, Lyon et Grenoble, Metz, et puis donc bientôt Bordeaux, vous pouvez disposer de séminaires de formation sur la simulation et notamment le passage de Revit à CFD et ensuite la mise en place des éléments dans le CFD sur une formation de 2 jours. On a appelé CFD Initiation et qui est dispensée sur l'ensemble de nos salles. Il y a des plannings associés à ça.
Ça, c'est la prise en main des produits. D'accord. Ensuite, bien sûr, la simulation, c'est une des parties de ce que l'on a dans le bâtiment au niveau des calculs et des méthodes d'approche pour comprendre un bâtiment. Bien sûr, dans la panoplie Autodesk, on fera d'autres webinaires, il y en a d'autres régulièrement, que ce soit sur les études d'éclairement, hein, les liens entre Revit et Dialux par exemple, les études d'ensoleillement, les calculs RT, hein, l'étude des flux, c'est ce que l'on vient de voir ici avec Benoît, et ensuite la partie simulation énergétique. Voilà, donc on va répondre aux questions. La première question qu'on nous a posée, c'est est-ce que ce webinaire est récupérable par téléchargement? Oui, bien sûr, ce sera possible. Vous allez recevoir un lien pour télécharger l'enregistrement de ce webinaire. Y a-t-il d'autres questions? L'appréhension du produit, relativement simple pour un ingénieur, je dirais. C'est un produit qu'on a en main assez facilement. Benoît, toi qui le connais très bien, je pense que tu peux dire que c'est pas... Oui. Alors, c'est un outil effectivement qui a été développé depuis le début et comme dit, la première version commercialisable fête ses 25 ans cette année, donc c'est un outil quand même qui est sur le marché depuis même, enfin avant le rachat, depuis 92. Oui, c'est un outil qui dès le début a été conçu dans le but de pouvoir être ouvert à tout type de géométrie 3D. Donc ça, déjà, on n'a pas besoin d'apprendre un nouveau modeleur 3D pour pouvoir s'en servir. Et oui, très intuitif au niveau de la mise en données, des différentes options de calcul, et au niveau de l'interprétation et la préparation des résultats. Oui, c'est aussi un outil qui est relativement simple à appréhender. Alors, je veux juste rajouter quand même une petite information complémentaire. C'est un outil de CFD généraliste. Donc, on est capable de traiter tout type de problématiques, tout type de complexité géométrique également. On n'est pas limité à des géométries rectangulaires ou très simples. La formation dispensée par REFSA est une formation qui est orientée pour des applications autour de ce qui a été présenté. Ça va être donc plutôt autour de l'aérolique, du confort thermique et tout ce qui tourne autour du bâtiment. Bien sûr, on pourrait utiliser cette solution pour, je sais pas, concevoir des pompes ou faire des écoulements internes dans des clapets anti-retour. Ce qui, si ça vous intéresse, ben, c'est possible également, mais c'est vrai qu'on appréhende alors l'utilisation de l'outil un peu différemment. Donc voilà, c'est un outil à partir du moment où on a qui est capable de faire beaucoup de types d'analyse, mais une formation dédiée au bâtiment, bah, c'est comme une recette de cuisine qu'on fournit ou que REFSA vous fournit avec l'outil pour que vous puissiez rapidement pouvoir cuisiner avec, donc faire des calculs de CFD pour vos bâtiments. Je vois une autre question, la différence entre CFD Advanced et CFD tout court. Oui. Alors effectivement, on vous a présenté ici le tarif pour CFD Advanced. C'est ce qui est utilisé, je dirais, à 95% dans votre type d'activité, puisqu'on est capable de faire des calculs transitoires avec la version avancée et qu'on tient compte de la radiation. La version de base ne permet pas les calculs transitoires. Et donc pas de radiation également, et donc pas les échauffements liés au soleil. Si vous n'avez aucun problème de radiation, si vous voulez faire que des calculs en régime établi, éventuellement la version de base pourrait suffire. Autre question sur le
la partie hardware, puisque ce sont des logiciels de calcul, donc ça je vais y répondre, mais sur quel type de machine ça doit tourner. Bah, CFD n'utilise que de la CPU, donc du processeur, hein, donc pas de GPU. Donc ça sert à Exact. rien de mettre des grosses cartes graphiques avec 3 ou 4 000 cœurs pour faire du calcul. CFD ne s'en sert pas. CFD va se servir essentiellement des processeurs. Processeurs, donc on va partir plutôt sur du Pentium du Pentium X plutôt que de partir sur du processeur i-Core, i quelque chose, parce qu'on va avoir beaucoup plus de mémoire cache dans les processeurs Pentium. Et puis on va privilégier donc l'équilibre entre le nombre de cœurs et la fréquence. Après, bien sûr, il est préférable d'avoir plusieurs processeurs dans sa machine. Donc aujourd'hui, les constructeurs sont capables de mettre jusqu'à 4 processeurs par machine. 4 processeurs à 22 cœurs natifs, hyper tradés, vous avez 44 cœurs. On pourrait pousser jusqu'à plus de 180 cœurs, donc 160 cœurs, le nombre de processeurs disponibles sur une machine. Si on a besoin d'utiliser d'autres machines en calcul, c'est possible, mais à ce moment-là, ça nécessite bien sûr d'avoir d'autres licences CFD sur les machines qui vont participer au calcul, un peu de la même façon qu'on fait en simulation, en visualisation, c'est-à-dire avec des produits comme 3ds Max ou Maya et des moteurs de calcul afférents. Voilà pour les machines. Donc il faut des machines puissantes qui ont essentiellement beaucoup de cœurs et des fréquences les plus élevées possibles, puisque c'est quand même la fréquence qui donne le rythme du calcul. Et si je peux rajouter un petit point, un peu de RAM aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus confortable à partir du moment où on a, allez, on va dire 32 Go de RAM. On n'a pas de réelle limitation, je dirais, sur la complexité ou la taille du bâtiment, puisque plus on va avoir d'éléments à calculer et à résoudre des équations sur un maillage avec beaucoup d'éléments, plus il nous faudra de... Alors, je vois une autre question. Prenons-nous en compte les problèmes d'étanchéité à l'air pour la simulation? Et peut-on indiquer les zones de fuite, menuiserie, par exemple? Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour tenir compte des fuites, on a plusieurs options. Soit éventuellement, on se définirait, par exemple, sous une porte, une zone ouverte, une zone de fuite, alors totalement ouverte éventuellement, ou alors, comme je le disais, on a des moyens de définir des zones qui sont des zones de résistance à l'écoulement, où on pourrait dire, voilà, j'ai une sorte de porosité dans cette zone-là, ce qui peut être amené à définir des zones de fuite. Donc lui, on est capable d'en tenir compte. Il faut juste le prévoir dans la géométrie. Comme quoi on veut, à un moment donné, dans cette zone-là, soit l'ouvrir complètement ou partiellement. Donc oui, ce sont des approches qu'on sait traiter. Je vois une autre question également. Quel est environ le temps de calcul, bien que ce soit dépendant des machines bien sûr, mais pour les études qui ont été présentées en fonction de la machine? Donc tu peux juste répéter la question, Quel est Frédéric, pardon. quel est environ le temps de calcul pour les études Ah, présentées? donc alors une pièce comme celle-ci, euh, on est à peu près sur une demi-heure de temps de calcul convergé et ça a été effectué sur un ordinateur portable avec un processeur à 4 cœurs et 16 Go de RAM. Donc ça, ce sont vraiment des petits exemples. On a des exemples où on travaille sur des bâtiments beaucoup plus importants. Là, je dirais que les temps de calcul augmentent de façon linéaire en fonction allez, on va dire la superficie du bâtiment ou le volume à traiter. Bon, c'est sûr que plus sur un portable on peut le faire. Le mieux c'est quand même d'avoir une station de travail. Et là, les constructeurs, quels qu'ils soient, proposent ce type de machine avec bien plus de cœur, bien plus de RAM, et puis surtout des fréquences qui sont
évoluer, puisqu'aujourd'hui on arrive quand même à plus de 4 GHz en fréquence. Une autre question, est-il possible de simuler les flux de polluants issus de l'extérieur? Oui, alors on sait combiner écoulement interne, externe, sans aucun problème. Il suffit de déterminer en fait la source de ce polluant, la manière dont il va se dissiper. Donc on a des coefficients de dissipation, par exemple du CO2 ou de certains gaz dans l'air. Et on va pouvoir voir sans aucun problème comment ce polluant se propage à l'extérieur, à l'intérieur. Moi j'ai un exemple d'un calcul qui a été fait sur des gaz d'échappement à l'extérieur d'un bâtiment, de voir comment, si je décharge un camion dans le moteur continue à tourner, ben, ces polluants pourraient éventuellement rentrer ou pénétrer par des grilles d'ouverture, par des D'accord. Donc grilles d'aspiration. d'accord. Donc pour les composants organiques volatiles, par exemple, les matériaux de ce type-là, on pourrait le simuler assez facilement Oui. avec CFD. Oui. Autre question, les rapports de perte de charge d'un réseau aérolique complet sont-ils pris en charge, y compris les pertes de charge singulières? Alors, là, je pense qu'on fait référence à un réseau, par exemple, un réseau de tuyauterie ou un réseau complet. Alors là, il existe des outils qui sont vraiment dédiés et des outils plutôt 1D qui sont dédiés à un calcul de perte de charge, je dirais, du réseau, où on va pouvoir additionner les différentes pertes de charge singulières des différents appareils qui sont mis en série. Nous, de toute façon, oui, on est capable de calculer la perte de charge. Par contre, on va pas s'amuser à simuler un réseau de tuyauterie avec un outil de CFD. Un concepteur de vanne ou un concepteur d'un élément, lui, il va pouvoir, avec CFD, calculer son CV ou également sa courbe de perte de charge en fonction, par exemple, du fluide et des différents débits. Euh, et ça, on est capable de le calculer. Donc, on fait des calculs de perte de charge, oui. Pour un réseau, c'est d'ailleurs, enfin, c'est extrêmement compliqué pour un outil de CFD de calculer la perte de charge dans un tube ou dans un tuyau qui a une longueur très importante par rapport à son diamètre. Mhm. Donc, non, c'est pas à utiliser pour du calcul de réseau, mais plus pour Mhm. des calculs. Oui, il y a d'autres outils pour ça dans Oui, la gamme Autodesk, hein, ne serait-ce que Revit déjà permet de faire des précalculs de perte de charge et de vitesse dans les réseaux hein, nativement avec le moteur de calcul. Mais il y a d'autres produits également qui permettent de le faire, des produits annexes. Quel niveau de détail, load et informations techniques, je dirais dans Revit MEP, hein, dans Revit, faut-il pour l'export vers CFD? Là, je dirais le niveau de détail, c'est le niveau de détail le plus simple possible. Alors, est-ce que si on parle de load, on sera en load 200 ou en load 300 ou ND2, ND3? Je dirais, puisqu'on a besoin surtout de l'enveloppe du bâtiment hein, et des différentes mises en place de cloisons et de murs, et puis la, 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 la mise en place d'un certain nombre d'éléments techniques tels que, par exemple, pour l'aérolique, le positionnement des bouches de soufflage et des bouches de reprise, ou ce type d'éléments. Il ne faut pas qu'on soit très avancé dans la définition du modèle, puisque de toute façon, à un moment donné, on le simplifiera même dans CFD. Je pense. tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, très souvent, c'est le niveau de détail qu'on va demander va clairement dépendre de quel niveau de détail on veut obtenir dans le résultat. Jusqu'à quel niveau de détail on veut aller en termes d'informations qu'on veut en extraire et en fonction de ça, ben, il faut aller plus ou moins dans le détail, dans la modélisation. Mais comme le disait Frédéric, le mieux, le plus tôt on va pouvoir utiliser ce type de solution, c'est là qu'on y en tire le plus d'avantages. C'est là que la modification, elle est encore très facile et n'a aucun impact sur le délai, sur le coût
Si on est vraiment vers la fin, c'est autre chose, quoi. Concrètement, il suffirait d'avoir l'enveloppe du bâtiment quasiment en APS avec la position de quelques éléments pour déjà entamer des calculs de simulation. Une question, est-il possible de faire des simulations sur la qualité de l'air dans les piscines et les centres aquatiques, les taux de chloraminés et d'humidité? Alors oui, oui, on a déjà fait ce genre d'analyse. La seule difficulté ou la seule hypothèse, ça va être de se dire, je vais avoir en fait la surface libre de mon eau, enfin de mon eau de piscine, elle va générer un certain nombre de, on peut considérer ça comme des polluants, ou va générer en fait un gaz ou une concentration de chlore dans de l'air, et on va pouvoir voir comment elle va se dissiper, et on peut faire après à ce moment-là un calcul, enfin, où en tout point on va avoir le pourcentage de chlore dans l'air. La seule difficulté, la fois où j'ai été confronté à ce type de problématique, ce qui est un peu difficile à estimer, c'est la quantité qui est générée par mètre carré, par exemple. Ça, c'est un peu, c'est une quantité, enfin, c'était pas simple à l'époque, ou du moins, je pense, cette hypothèse de départ n'était pas simple à obtenir. Autre question plus terre à terre, on arrive dans les dernières questions, c'est est-ce que vous pouvez disposer d'une version d'essai pour voir l'outil, manipuler l'outil avant un engagement d'achat? Oui, vous avez une version d'essai de 30 jours, comme quasiment tous les produits chez Autodesk. Alors, je t'interromps parce que non, il n'y a Ouais, pas de version non, il 30 n'y a jours pas de pour les version d'essai. Pas pour CFD. Ok. Non. D'ailleurs, pour aucun produit de simulation, enfin peut-être pour robot, mais il faudrait même vérifier avec la version 2018. Mais aujourd'hui, non, il n'existe plus de version. D'ailleurs, ça fait quelques versions, plus de version de 30 jours d'essai sur les produits de simulation. Alors, pourquoi? Parce que même si l'outil est simple d'utilisation et à appréhender et à prendre en main, il y a tout de même un minimum de connaissances à avoir, un minimum de vernis, ne serait-ce que comment préparer la géométrie, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de maillage, alors même si, ok, il faut peut-être y passer 2 ou 3 heures maximum sur le maillage, mais si on prend le problème à l'envers, on n'obtiendra pas de bons résultats. Ce qu'on a déjà réalisé, on a déjà réalisé des sortes de journées de prise en main, mais ça, éventuellement, ça faudra qu'on voit Frédéric. C'est Ce possible, sont des hein, choses, il y a des choses, mais une version de 30 jours dans laquelle on vous dit voilà, prenez l'outil et débrouillez-vous, c'est des choses qui n'existent pas. Donc vous n'avez plus ça. Donc il faudra venir au séminaire de prise en main et pendant une journée titiller un peu le produit si vous voulez découvrir et poser des questions sur ce qui est faisable de faire ou pas. Exact. Et souvent, ce qu'on peut faire, c'est manipuler également, enfin, commencer à mettre les mains dans le cambouis, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu d'assistance et d'aide pour pouvoir avoir du succès très rapidement. Voilà. Donc il est midi moins 5, il n'y a plus d'autres questions. Donc Benoît et moi, on vous remercie d'avoir été présent à ce séminaire. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser auprès de vos contacts chez REF. Je rappelle le numéro, le 04 76 34 25 25 pour ceux qui sont en province, le 01 43 43 76 51 à Paris, et puis vous avez toutes les adresses mail. Vous avez le routage donc d'un certain nombre d'informations via les réseaux sociaux, entre autres sur CFD, mais sur également tous les événements, surtout les événements liés au BIM et au bâtiment qui vont être présents dans les 2 mois qui viennent. N'hésitez pas à contacter
contacter vos interlocuteurs privilégiés. On est là bien sûr pour vous aider, pour vous montrer, pour vous démontrer le bon usage de ces différents outils. Benoît, je te laisse conclure. Oui, ben, merci beaucoup pour votre attention à toutes et tous. Moi, je suis également à votre disposition, enfin à la disposition de REFSA, s'il y a des questions très particulières sur cet outil que REFSA est en train de prendre en main, et je suis très heureux de cette collaboration qui débute. Voilà. Merci Frédéric pour l'organisation. Voilà, merci. Et puis, donc à très bientôt. Hein. Et n'hésitez pas à poser et à revenir, je dirais, vers nous pour que ce soit des questions techniques, des questions bien sûr commerciales, il y a toujours cette partie-là, ou des essais ou des benches sur cette partie-là. On a donc une équipe d'ingénieurs sur la partie fluide et dont certains sont très, très spécialisés sur la partie CFD. Donc depuis presque un an maintenant, travaille sur ces produits-là en simulation pour vous apporter le meilleur service possible ensuite dans l'intégration de ces produits chez vous, dans vos bureaux d'études. Voilà. Ben, nous vous remercions et nous souhaitons donc un bon appétit puisqu'il est bientôt midi, c'est l'heure de casser la croûte et donc à très bientôt sur le réseau et aux différentes participations REFSA. Voilà, merci. Merci, au revoir.